Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre de nos formations Afrique Université. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Hugo Salamanca, qui est un des experts de l'AIE sur les questions d'efficacité énergétique et qui donc va pouvoir nous présenter un rapport récemment publié sur cette question, ainsi que d'autres travaux et d'autres activités en lien avec l'efficacité. Pour poser un petit peu le contexte pour ceux qui nous rejoignent, donc l'Agence internationale de l'énergie, on est donc une institution intergouvernementale qui est vraiment au cœur du dialogue mondial sur l'énergie et sur les transitions énergétiques. On était très présent à la COP cette année, par exemple. On a beaucoup travaillé avec la présidence britannique pour essayer de préparer, quantifier ce que les annonces des pays pouvaient impliquer sur les secteurs énergétiques. Et cette année, dans le cadre d'une COP africaine qui aura lieu en Égypte en novembre, on va également être très impliqué pour accompagner les acteurs africains. Alors, en termes d'activité, on conseille les politiques publiques, on analyse, on collecte des données et on fournit des analyses, des recommandations pour tous les acteurs énergétiques, mais en premier lieu les acteurs publics. Le but de notre action, c'est vraiment d'aider à ce que les systèmes énergétiques dans le monde soient sûrs, abordables, soient durables. Et sur l'Afrique, on a aussi des zones, on va dire, d'intervention spécifiques et des objectifs, notamment d'appuyer les progrès pour l'accès à l'électricité, pour l'accès à la cuisson propre, ainsi que beaucoup d'autres développements énergétiques. Cette activité, elle a lieu dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités avec l'Union européenne, où donc on organise des formations statistiques et modélisation. On a un certain nombre de groupes LinkedIn et WhatsApp. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez les rejoindre. Voilà, je vais m'arrêter là pour la rapide introduction et te passer la main, Hugo. J'imagine que tu veux peut-être partager toi-même ton écran pour passer les slides. Et peut-être si tu peux commencer par te présenter ensuite, avant de commencer à décrire un peu plus le contenu de ta présentation. Super, merci Arnaud. Alors, je peux partager là. Bon, on va faire ça. Parfait. Alors, vous me dites quand ça arrive sur vos écrans. Oui, c'est bon. Tu peux y aller. Très bien. Ça marche. Très bien. Donc, merci Arnaud pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter les récentes analyses que l'on a menées ici donc, à la division d'efficacité énergétique à l'AIE, à laquelle j'appartiens. Donc, j'appartiens plus précisément au programme E4 qui se focalise donc, sur soutenir et appuyer les initiatives de promotion de l'efficacité énergétique dans les pays émergents, donc les 6 en particulier, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Mexique et le Brésil. Mais nous travaillons aussi donc, dans des approches plus régionales, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Donc aujourd'hui, je vais essayer de balayer de manière assez large le sujet de l'efficacité énergétique, en commençant par donner un cadre un peu de quel est son rôle dans la transition énergétique, ensuite en donnant les données les plus récentes que l'on vient de publier donc, il y a 2 semaines dans notre rapport d'efficacité énergétique, et enfin quelles sont les opportunités que l'efficacité énergétique permettrait d'obtenir dans les politiques de reprise économique si un jour on finit par sortir de cette crise sanitaire dans le monde. Dans le contexte mondial, la première chose à avoir en tête, c'est que l'efficacité énergétique fait partie intégrante du mix énergétique des solutions que l'on a à notre disposition. Il faut vraiment la considérer comme une ressource que tous les pays ont à disposition. Ça, c'est vraiment clé, surtout pour nos pays émergents. Ce n'est pas une technologie qui est lointaine, c'est vraiment des solutions qui sont aujourd'hui accessibles sur le marché, qui sont rentables et qui même produisent des profits.
encore une fois, la perspective serait de dire l'efficacité énergétique, donc en réduisant notre consommation, ça nous permet de dépenser moins pour des renouvelables, de dépenser moins pour des technologies comme la capture de charbon, pardon, de CO2 ou la capture ou pendant le développement de l'hydrogène. Donc vraiment, ça permet de soulager l'effort à faire pour la transition énergétique et ça repose sur des technologies déjà disponibles. Donc là, on voit un peu le détail des différentes actions qui peuvent être menées, mais qu'on va voir un peu plus précisément dans les slides qui viennent. Donc vraiment, un tiers des économies d'émissions proviendrait de l'efficacité énergétique. Donc, comme on dit ici à l'AIE, c'est le tout premier des vecteurs énergétiques à déployer. Donc, juste pour donner des ordres de grandeur, si on déployait juste les mesures qui sont aujourd'hui rentables, sans aller chercher celles qui nécessitent de l'investissement en recherche et développement, juste les solutions rentables et matures que l'on a aujourd'hui en termes d'efficacité énergétique, on pourrait éviter 700 milliards donc, en dépenses d'importation énergétique pour l'Union européenne, la Chine et l'Inde. 700 milliards d'ici à 2040. Ça voudrait dire que l'industrie consommerait, elle, 600 milliards de dollars en moins en facture énergétique. Et enfin, peut-être de façon plus importante, 550 milliards de dépenses énergétiques seraient évitées pour les foyers si on avait accès à des technologies plus efficaces, enfin plutôt si on les déployait de façon massive. Une autre dimension aussi à avoir en tête, dans les régions où l'accès à l'énergie est plus compliqué, donc si on n'a pas accès au réseau d'électricité, l'efficacité énergétique joue aussi un rôle clé en rendant, disons, l'accès aux besoins plus simple. Donc ici, le graphique présenté illustre qu'en achetant des appareils électroménagers, par exemple, plus efficaces, on réduit la taille des panneaux photovoltaïques nécessaires pour approvisionner donc, ces appareils, la lumière, potentiellement la cuisinière, potentiellement un ventilateur, ce genre, l'air conditionné, en soulageant la télévision, en soulageant le besoin en énergie en ayant des appareils efficaces, on est gagnant sur le coût total de l'équipement. D'accord ? Donc, en ayant des appareils plus efficaces, on réduit la taille des panneaux photovoltaïques, on consomme moins d'énergie et au global, on est rentable. Comme vous pouvez voir ici, on réduit de quasiment 30% les dépenses énergétiques. Donc, vraiment à avoir en tête, ça rend plus facile l'accès à l'énergie et l'accès à l'énergie propre. C'est aussi le cas en termes de compétitivité. Donc, ça, c'est un extrait de notre travail en 2019 qui se focalisait sur l'Afrique subsaharienne. On voit ici en bleu sur le graphique les gains de l'efficacité énergétique. Donc, c'est vraiment une source d'énergie que l'on a pour appuyer nos secteurs productifs et pour réduire notre consommation énergétique. Donc, on voit ici des gains de 25% en termes d'énergie fossile et de 15% en termes d'électricité. Plus précisément pour les foyers, ça veut dire des équipements plus performants et aussi qui délivrent des services de meilleure qualité souvent. On voit qu'avec l'accroissement des niveaux de vie et l'accès à des meilleures conditions de vie, on a aussi une augmentation de la demande pour des besoins de base comme la santé, l'air conditionné, l'eau potable, etc., qui entraînent des demandes d'énergie plus importantes. Grâce, encore une fois, à des équipements plus performants, on pourrait quasiment réduire complètement, en tout cas de moitié, cet accroissement de la demande énergétique. Enfin, d'un point de vue, puisque c'est aujourd'hui vraiment clé de mettre les populations au centre de cette transition énergétique, ici, un autre extrait qui est pour moi très parlant des bénéfices que peut produire l'efficacité énergétique. Donc ici, on voit pour les populations les plus démunies de pays d'Afrique subsaharienne, qu'est-ce qui se passerait pour leur portefeuille si on leur donnait des équipements plus performants, donc une télévision à haute efficacité énergétique,
une cuisinière à haute efficacité énergétique, de la lumière à haute efficacité, etc., on réduirait par 10 la part de l'énergie dans leurs dépenses mensuelles. Donc vraiment, on divise par 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'argent pour la santé, ça veut dire plus d'argent pour l'éducation, ça veut dire plus d'argent pour le transport, etc. Donc vraiment, en consommant moins, on est en train vraiment de toucher à toute notre vie. Et encore une fois, c'est une ressource qui est disponible aujourd'hui, qui dépend de technologies qui existent. C'est pourquoi c'est aussi une des dimensions clés dans le récent travail de l'agence qui vise à essayer de donner une perspective sur comment atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc évidemment, je sais que tous les pays ne se sont pas engagés à de telles ambitions, et ceux qui se sont engagés n'ont pas forcément la même feuille de route que celle présentée par l'AIE. Ceci dit, ce travail est aujourd'hui disponible et peut peut-être appuyer les différents travaux faits à travers nos collègues. Donc, on voit ici que l'efficacité énergétique est une des premières ressources vraiment à exploiter, un des premiers vecteurs de réduction d'émissions de CO2 et de réduction de consommation d'ici à 2030. Pourquoi? Encore une fois, parce que ce sont des technologies qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, c'est vraiment, il joue un rôle, l'efficacité énergétique joue un rôle clé dans disons, le succès des objectifs climat d'ici à 2030. Plus particulièrement, et aussi à plus long terme à 2050. Mais en tout cas, le temps que des technologies nouvelles arrivent, comme l'hydrogène, ou en tout cas deviennent matures, ou la capture de CO2, l'efficacité énergétique, étant donné qu'elle est disponible, joue un rôle clé dans la décennie qui vient. Afin de vraiment débloquer ou vraiment d'aller saisir les opportunités, les bénéfices de l'efficacité énergétique, l'approche que l'on recommande, que nous pensons apporter ses fruits, est celle de dire ce n'est pas une seule politique qui va permettre de vraiment adresser toutes les barrières, mais vraiment d'avoir une sorte de recette, un mix, de mix législatif qui combinerait la réglementation, la régulation, l'information et évidemment les incitations. Donc, ça permettrait de créer l'écosystème adéquat ou disons le terreau fertile pour que l'efficacité énergétique puisse vraiment pousser. Donc, on approche nos partenaires de cette façon en disant, voilà, quelle politique avez-vous déjà mise en place, de façon à voir où est-ce qu'on pourrait renforcer. Est-ce que c'est du côté des demandes, des exigences gouvernementales? Est-ce que c'est du côté des incitations financières? Ou est-ce que c'est parce que l'information ne circule pas assez? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les entreprises, les citoyens, etc., ont accès à l'information qui leur permettrait d'utiliser vraiment bien ces politiques. Donc voilà, ça c'est vraiment pour donner une idée de quel est son rôle. Donc encore une fois, ça adresse moins de consommation pour les foyers, moins de consommation pour l'industrie. Ça permet au pays d'être beaucoup plus indépendant des importations d'énergie. C'est une technologie disponible et encore une fois, pour nos pays et surtout pour les populations les plus fragiles, c'est vraiment quelque chose qui leur permettrait d'avoir accès non seulement à des besoins de meilleure qualité, mais surtout de libérer des ressources pour d'autres besoins qui sont aussi essentiels, comme l'éducation, la santé évidemment et autres. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'efficacité énergétique? Donc c'est le rapport que l'on vient de publier il y a 2 semaines à peu près, qui est disponible gratuitement. Donc évidemment, toutes les ressources efficacité énergétique sont disponibles gratuitement sur notre site et vous aurez les liens dans la présentation. Donc, si vous avez les moindres questions, vous pouvez nous écrire. Et enfin, je vous ai mis le compte Twitter de notre directeur de division qui publie toute l'actualité de l'efficacité énergétique si cela vous intéresse. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on va discuter un peu de où est-ce qu'on en est, quel est le rôle de l'efficacité énergétique et enfin, la digitalisation qui est un des vecteurs aujourd'hui qui permettrait une sorte d'accélération de la promotion de l'efficacité énergétique. Donc, une chose à garder en tête, c'est que nous avons vu ces dernières années une sorte de réduction de la vitesse à laquelle on s'améliorait. Donc, on a continué à s'améliorer. C'est pour ça que les barres sont positives. C'est une amélioration de l'efficacité énergétique qui est mesurée par la quantité de PIB que l'on est capable de produire par une unité d'énergie.
D'accord? Donc ça, c'est un indicateur, on va dire, macro, qui nous permet de jauger où est-ce qu'on en est en termes de performance énergétique au niveau mondial. Donc, on voit que de 2010, on va dire, jusqu'à 2020, on n'a fait que réduire la vitesse à laquelle on s'améliorait. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Un, les politiques menées par les pays, les grandes économies, comme la Chine, les États-Unis et l'Europe, puisqu'ils produisent une grande partie du PIB, donc forcément, ils impactent notre indicateur. Les conditions climatiques, en fonction de si on a eu des étés chauds ou des hivers froids qui ont nécessité beaucoup plus d'énergie. Et enfin, récemment du ralentissement des économies dû à la pandémie. Donc, la pandémie a eu un impact particulièrement fort sur les secteurs économiques qui produisent du PIB, comme la restauration, le tourisme, etc., mais il y a eu un impact moins fort sur l'industrie lourde. Pour produire de l'acier, on a des hauts fourneaux et on ne les arrête pas. Donc, pour pas qu'ils baissent en température, on ne les arrête pas. Donc, ils ont continué à consommer de l'énergie alors que l'on produisait moins de PIB, de produit intérieur brut, à travers donc, des secteurs économiques beaucoup plus économiquement intenses. Voilà, donc ces deux paramètres ont fait qu'en 2020, on a vu une grande baisse de notre amélioration et donc un rebond en 2021, puisque certains pays ont relâché les mesures de confinement et donc les économies ont pu un peu reprendre dans certaines parties du monde. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on est loin des objectifs d'amélioration dont on aurait besoin si on voulait atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et donc en passant par des objectifs à 2030. Donc vraiment, il faut doubler l'effort qui est fait aujourd'hui. Sur une note un peu plus positive, on voit que l'investissement dans l'efficacité énergétique a repris en 2021. On voit une augmentation d'à peu près 20%, surtout dans le secteur du bâtiment. Principalement, cet investissement, cet accroissement de l'investissement a été localisé dans les régions plus industrialisées comme les États-Unis, l'Europe, le Japon et l'Australie. Et principalement focalisé, comme je le disais, dans le secteur du bâtiment pour tout ce qui va être réhabilitation d'infrastructures existantes. Donc, ça permet vraiment d'accéder à des hauts niveaux d'efficacité énergétique en se focalisant sur l'existant. Et c'est ce qu'ont décidé de faire les pays industrialisés dans leurs mesures de reprise économique suite à la. En termes de création d'emplois, l'efficacité énergétique, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui crée un emploi local. Alors, sans vouloir vraiment critiquer les renouvelables, en investissant dans l'efficacité énergétique, on est en train de créer des emplois dans le bâtiment et la construction principalement. Ça, c'est des emplois qui sont souvent faits nationalement et qui sont difficiles à importer en toute cause et qui sont de bonne qualité puisque souvent sur plusieurs années. Contrairement à l'investissement dans les énergies renouvelables qui crée de la valeur ajoutée, mais dans les pays qui produisent les équipements. Et du coup, l'emploi est créé ailleurs. Il faut vraiment garder en tête que l'efficacité énergétique, c'est des emplois nationaux. Les chiffres montrent que la transition énergétique pourrait être en train de créer 7 millions d'emplois par an à travers les politiques qui sont déjà aujourd'hui annoncées, dont 5 millions qui sont des nouveaux emplois. Ça, c'est à travers le monde. L'efficacité énergétique, elle, représente 2 millions de ces emplois créés. Donc, vraiment, c'est une source, encore une fois, de développement économique et local. Donc, on peut développer localement l'emploi, réduire le chômage et enfin, vraiment s'engager dans cette transition énergétique. Donc, c'est vraiment des bénéfices tout le long de la chaîne. L'autre travail que l'on a mené cette année, c'est de lancer un questionnaire à 120 pays ayant mis en place des standards minimums de performance énergétique pour de l'électroménager de base, donc comme la lumière, la télévision, les chauffe-eau, la machine à laver, etc. Et l'on voit qu'à travers des politiques de longue durée, l'impact sur la performance énergétique de ces équipements est d'autant plus fort. C'est-à-dire, plus la mesure est en place depuis longtemps, plus la performance que l'on trouve sur le marché est élevée. Comme on peut voir, ça c'est le cas de la ligne bleue. La barre bleue montre la performance énergétique dans les pays où ces mesures ont été mises depuis longtemps.
en place depuis longtemps, et en bleu foncé, la moyenne mondiale. Donc vraiment, le fait de s'engager sur une démarche long terme dans l'efficacité énergétique, non seulement a tous ses bénéfices, mais surtout est un cercle vertueux. Un autre point aussi, c'est que dans le travail récemment publié donc, de neutralité carbone d'ici à 2050 de l'AIE, il y a 400 étapes qui sont mises dans cette feuille de route et l'efficacité énergétique en représente 40. Donc vraiment pour avoir en tête qu'il y a des mesures par étape à mettre en place si l'on veut aboutir à la neutralité carbone d'ici à 2050. Et je vous invite à évidemment regarder ce travail qui les détaille plus en détail et surtout la partie efficacité énergétique évidemment. Où les indicateurs que l'on voit, donc c'est que on pourrait avoir d'ici à 2030, grâce à l'efficacité énergétique, une production de PIB qui aurait augmenté de 40%, donc des économies, enfin, le développement économique aurait représenté 40%, tout en diminuant notre consommation énergétique, d'à peu près 7%. Donc vraiment, on est en train de quasiment de décorréler la production de PIB et la consommation d'énergie, ce qui serait évidemment souhaitable si l'on veut, en fait indispensable si l'on veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc vraiment, si l'efficacité énergétique était exploitée à son maximum, alors on pourrait s'engager dans vraiment une réduction de la consommation d'énergie et donc la production de CO2. C'est principalement dirigé ou en tout cas représenté par la performance énergétique des bâtiments, comme je le soulignais, et du transport. D'un autre côté, on voit une augmentation de la consommation industrielle. Et ça, c'est dû au fait que, au fur et à mesure que l'on a accès à des niveaux de vie de plus en plus élevés, on augmente la demande en ciment, en acier, etc., pour des constructions, pour les hôpitaux, pour les routes. Et donc, on augmente la consommation énergétique de ce secteur. Évidemment, on devient de moins en moins carboné et on électrifie de plus en plus nos besoins finaux d'énergie. Ça permet, en électrifiant la demande, de soutenir la transformation vers un mix énergétique plus propre. Maintenant, sur le focus de la digitalisation, le phénomène que l'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé en nombre les équipements connectés par rapport à la population. Donc, il y a aujourd'hui plus d'équipements connectés que d'êtres vivants sur Terre. Donc, vraiment, il faut prendre en compte qu'on va s'engager dans un monde de plus en plus digital. Et ces équipements digitaux vont permettre des gains supplémentaires. Donc, ici, on voit les gains additionnels grâce à la digitalisation et en disant à la gestion intelligente, non seulement des équipements, mais du système dans son ensemble. Donc, par exemple, juste en prenant l'éclairage, on pourrait faire des gains additionnels de 40% juste en allumant au bon moment, en réglant la luminosité en fonction de la luminosité extérieure, etc. Donc, vraiment, ce vecteur de digitalisation est quelque chose qu'il faut exploiter. Non seulement pour des questions énergétiques, mais aussi pour des raisons économiques. On voit ici la création d'entreprises par secteur et on voit à quel point ça soutient la création d'entreprises dans le secteur de l'énergie. Donc, on voit que l'énergie numérique représente plus de 60% de la création d'entreprises. Donc, vraiment, à avoir en tête qu'avec cette demande pour la digitalisation, avec cet accroissement des équipements connectés, on va avoir beaucoup plus de services et une activité économique en lien. Donc, c'est vraiment l'opportunité de développer des nouveaux savoirs, de développer des nouvelles filières et surtout de faire un bond qualitatif dans les équipements. Évidemment, c'est représenté par d'autres gains, comme on disait, des programmes de formation, comme des programmes de transition en termes de carrière, de réorientation professionnelle. Et il faudra faire ça tout en tenant compte aussi des barrières qui sont évidemment la sécurité informatique et s'assurer que le réseau, lui, est capable d'absorber la gestion de cette information. Donc, en conclusion sur les travaux donc de cette année, c'est que l'efficacité énergétique repart à la hausse, l'amélioration, mais on est encore loin des objectifs qu'il nous faudrait atteindre si on veut être neutre carbone d'ici à 2050.
Encore une fois, il y a de multiples bénéfices à développer l'efficacité énergétique, notamment en création d'emplois, mais aussi pour les personnes. Et enfin, la digitalisation pourrait être un vecteur additionnel ou en tout cas pourrait venir soutenir le développement de l'efficacité énergétique. Juste pour vous donner peut-être des notions plus clés, plus précises, pardon, dans où est-ce que se trouvent les opportunités. Donc, on voit ici le nombre d'emplois créés par million de dollars investis. La partie intéressante pourrait être se situer dans le bas droit de notre graphique, où on voit que des filières comme le recyclage, la réutilisation, l'électroménager plus performants créent énormément d'emplois dans le reste du monde, dans lequel se trouvent évidemment les pays émergents. Donc, on est au-delà de 40 emplois par million de dollars investis dans les filières de recyclage. Donc, juste récupérer les équipements, enfin, les produits déjà utilisés et les utiliser pour en produire de nouveaux, comme l'acier, l'aluminium, le papier et les secteurs industriels énergético-intensifs. Sur la gauche, on peut voir sur le bas l'emploi créé à travers la réhabilitation des bâtiments et aussi dans l'industrie. Donc, dans l'industrie, on est autour de 10 emplois par million de dollars et dans le bâtiment, on est autour de 15 emplois. Donc, vraiment, les chiffres les plus élevés en termes de création d'emplois se trouvent dans l'efficacité énergétique. Voilà. Et donc, sans oublier les biocarburants, mais surtout le recyclage. Encore une fois, en regardant d'ici à 2040, qu'est-ce qui se passe quand j'investis dans l'efficacité énergétique dans un secteur. Donc, si j'investis, par exemple, 1 euro dans l'amélioration de mon outil de transport, je vais en gagner 2 en diminution de consommation énergétique sur la durée de vie de l'équipement. Donc, pour 1 euro que j'investis, par exemple, dans l'industrie, à améliorer mon système, mon process, je vais économiser 7 euros de consommation énergétique sur la durée de vie de l'équipement. Donc, c'est vraiment des rentabilités qui ne sont pas égalées aujourd'hui sur le marché. Au global, on est en train d'avoir un ratio d'à peu près 30%. Donc, un temps de retour interne de 30%. Ça, c'est quasiment impossible à voir dans d'autres secteurs avec une sécurité similaire. On est sûr vraiment de faire ces gains. Donc, vraiment, gardez en tête, investir dans l'efficacité énergétique, c'est toujours rentable. Pour vous donner un exemple, je passe assez vite. Ici, c'est l'Inde qui a investi massivement dans le remplacement de son équipement de l'éclairage, donc en créant une société nationale qui est allée acheter donc, ces éclairages et qui les a remplacés dans tous les foyers de l'Inde. Donc, en créant une demande nationale pour ces éclairages LED, donc vous voyez ici le prix, l'impact sur le prix d'avoir une filière nationale a permis à la fois de diminuer la consommation énergétique des foyers et aussi aujourd'hui est capable de créer des très bonnes qualités, des LED qu'elle est capable d'exporter. Donc vraiment, avoir une démarche régionale ou avec un marché assez grand permettrait des économies d'échelle. Enfin, je finirai peut-être sur ça. 2 initiatives que je voulais mentionner, que nous menons en place aujourd'hui avec nos partenaires en Afrique aujourd'hui. Donc, la première, c'est la CID, donc le déploiement des équipements électroménagers super efficaces qui se concentrent donc sur les moteurs, les climatiseurs, les réfrigérateurs et l'éclairage. Donc, qui permet vraiment d'appuyer et de s'engager à un niveau international sur la performance énergétique de ces équipements, de ces 4 équipements. Voici les pays signataires à date et je serais très intéressé de continuer ces discussions avec nos collègues aujourd'hui dans présent pour voir comment faire en sorte que d'autres pays se joignent à cette initiative qui est aujourd'hui la plus grande mondiale en termes d'efficacité énergétique. L'autre, c'est la feuille de route pour les bâtiments, donc pour être neutre pour le
pour le secteur de la construction et du bâtiment, que nous avons déployé à niveau régional et dont nous avons donc publié un pour l'Afrique. Donc, il s'agit vraiment dans un pays, dans une région qui est en train de s'urbaniser à une très grande vitesse, d'avoir les éléments clés à avoir en tête quand on se lance donc, dans l'urbanisation, de façon à ne pas verrouiller une consommation énergétique pour les 10-15 prochaines années, puisqu'un bâtiment, ça dure au moins 20 ans. Donc, si on le construit aujourd'hui, on est en train de verrouiller une consommation énergétique pour les 20 prochaines années. Donc, il faut prendre en compte quels matériaux on va utiliser, comment on va designer le bâtiment, quelles vont être les filières de récupération des matériaux une fois le bâtiment fini, etc. Donc, vraiment d'avoir tout en tête. On avait mené un engagement, un dialogue avec différents pays. Voici les pays qui nous avaient répondu. Donc, avec plaisir pour récupérer plus d'informations et d'autres perspectives que vous pourriez partager avec nous. Et quelques ressources digitales. Donc, nous avons des MOOC, donc des cours en ligne qui sont gratuits et que vous pouvez prendre, notamment sur les indicateurs. Quels indicateurs utiliser pour mettre en place des politiques ou quels indicateurs utiliser pour suivre l'efficacité énergétique à niveau national. Le bâtiment, donc quelles sont les mesures à mettre en place pour le bâtiment en termes d'efficacité énergétique. Nous avons une base de données de toutes les politiques mises en place aujourd'hui pour voir un peu quel pays pourquoi et avec plaisir pour vous mettre en relation avec les pays qui semblent intéressants. Et enfin, sur la digitalisation. Et nos dernières publications. Et sur ce, je rends la main à Arnaud et merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Merci beaucoup Hugo, c'était extrêmement intéressant et je trouvais ça très utile que tu présentes à la fois les conclusions, les dernières analyses qu'on a pu réaliser, enfin que ton équipe a pu réaliser en regardant ce qui se passe dans le monde entier année après année, mais aussi que tu mettes en avant des programmes concrets sur lesquels on intervient et des ressources qui peuvent être mises à la disposition de l'ensemble des participants, notamment les formations en ligne sur la construction des indicateurs d'efficacité énergétique. On en a un petit peu parlé dans le cadre de nos formations, mais je pense que ça peut vraiment être approfondi grâce aux ressources que tu mettais en avant. Alors, on a déjà 2 questions qui sont arrivées. La première qui était dans le chat et la seconde dans la boîte question answer. Peut-être que je la lis, Hugo, et je te laisse répondre sur la première du chat, qui était sur la question de l'emploi. C'est Mamadou Diouf qui nous dit « En général, l'Afrique ne produit pas les équipements. Donc, est-ce qu'on peut être aussi optimiste en termes de création d'emplois tel que nous le prévoyons ?» Merci pour la question. Alors ça, c'est clé. Enfin, en tout cas, c'est un des points principaux de nos discussions avec nos partenaires des pays émergents. Il y a 2 choses à avoir en tête. C'est que la plupart des emplois créés par l'efficacité énergétique sont dans la construction et le bâtiment. Donc, il s'agit de construire un bâtiment plus efficace. Dans l'industrie, vous savez, d'aller faire des améliorations dans la gestion de l'air comprimé. Donc, c'est de la soudure. C'est vraiment des bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment le bâtiment et la construction. Donc, ça, c'est quasiment jamais importé, d'accord, comme type d'emploi. Donc, c'est vraiment local. On a de la main-d'œuvre à niveau national partout. Donc, ça serait des emplois principalement locaux. C'est souvent dans le bâtiment et c'est souvent dans la construction. Sur l'autre point, sur le fait de créer des filières de production de certains équipements, on peut prendre l'exemple de l'Amérique latine. Aujourd'hui, l'Amérique latine est un pays qui exporte des moteurs vers les États-Unis, vers l'Europe, etc. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, je pense, peut-être de discuter, c'est ce qu'on essaie de pousser, c'est d'avoir une approche régionale. C'est-à-dire, vous savez, avec les organismes régionaux, ICRI, IACRI et SACRI en anglais, donc avec l'association, enfin l'organisme d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique, et du sud de l'Afrique, donc qui représente la plupart des pays subsahariens, de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait avoir une approche régionale afin d'avoir un marché assez grand qui justifierait le développement d'une filière propre. À ces équipements, comme les moteurs, comme la production d'éclairage, de luminaires. C'est aussi l'exemple que je voulais souligner avec Ujala en Inde, donc l'Inde qui a développé sa propre production de LED et qui a permis donc de créer une filière propre. Bon, évidemment, l'Inde est un pays
gigantesque, mais qui a développé donc, sa filière propre de production, qui a réussi à diviser par 7 les prix de production et qui aujourd'hui est capable vraiment d'exporter cette technologie. Donc vraiment, en investissant dans une technologie, on peut, et avec une approche régionale, on a un marché assez grand qui justifierait le développement d'une filière propre. Et ça permettrait aussi d'avoir une approche beaucoup plus, on va dire, de partenariat, de mettre en commun les ressources des différents pays régionaux afin de ne pas chacun développer potentiellement sa propre filière qui se ferait concurrence et qui du coup pourrait ne pas créer autant d'emplois que ce que l'on espérait. Pour donner quelques éléments de réponse, mais avec plaisir si ce n'était pas clair. Non, merci beaucoup Hugo. Je pense que, en effet, quand on parle d'efficacité énergétique, il faut bien garder en tête que ça s'applique à tous les secteurs et donc il faut peut-être avoir une approche un petit peu différenciée. Comme le disait Hugo, il y a la problématique des bâtiments où là, il y a énormément d'emplois et principalement local. Pour les appareils, comme tu le disais, il peut y avoir des démarches de création de filières et une coordination régionale. Peut-être pour prendre un exemple qui me vient en tête sur les appareils de cuisson améliorés. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont présentes sur le continent pour assembler des foyers de cuisson améliorés. Donc, c'est une industrie manufacturière qui n'est pas de pointe, mais qui est créatrice d'emplois. Il s'agit de fabriquer des cookstoves, des foyers, de les distribuer ensuite. Donc, je pense que sur tous les domaines de l'efficacité, on peut combiner à la fois le fait d'avoir des équipements, de disposer d'équipements qui soient de meilleure efficacité, de meilleure performance, et d'avoir des emplois créés à différents moments de la chaîne. Je vais juste prendre cet exemple pour ajouter. Et je crois qu'on a d'autres questions qui arrivent pour toi, Hugo, dans le Q&A. Avec plaisir. Peut-être une première qui est générale, qui est sur la question de l'implémentation. Comment peut-on, donc c'est une question qui nous est posée par Caution-D Mabopolin, comment arriver à mettre en œuvre une politique d'efficacité énergétique dans un pays, que ce soit au niveau des bâtiments ou des consommations énergétiques? Peut-être quel est le chemin à suivre, par quoi on commence? Est-ce que tu peux donner des éléments là-dessus? Bien sûr. Alors, j'ai perdu la vidéo. C'est bon. Pardon. Alors, la façon, hein, évidemment, ça peut être un débat. Nous, ici, dans la division, on pense que ce qui a produit des résultats positifs, c'est encore une fois d'avoir cette approche un peu de mix législatif, un paquet législatif, ce qu'on appelle le policy package ou paquet législatif en français. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui est aujourd'hui en place dans le pays et de construire sur ça. Donc, il se peut que certains pays soient axés beaucoup plus sur une économie, on va dire, dirigée par le marché. Et donc, dans ce cas, peut-être créer des incitations économiques à s'engager vers plus de performance énergétique. Donc ça, il y a plusieurs mesures, comme celui en France ou en Europe des certificats d'économie d'énergie, donc qui permet aux entreprises qui créent ou qui mettent en place des actions de performance énergétique d'aller vendre ces bons. Donc, ça crée un bon qu'on appelle un certificat d'économie d'énergie et on est capable d'aller le vendre à des entreprises qui n'ont pas fait d'amélioration énergétique, mais qui ont besoin de justifier auprès du gouvernement qu'elles en ont fait. Donc, elles ont soit le choix d'investir dans l'efficacité énergétique, soit d'acheter ces bons. Donc, ça crée une sorte de marché. Donc, si un pays est plus dirigé par une économie de marché, on pourrait l'orienter vers ça. Mais l'idée, c'est qu'il faut avoir en tête que il faut ces trois éléments. Il faudra, quelque part, il va falloir créer une sorte de force qui pousse les différents acteurs à s'engager vers des économies d'énergie. Donc ça, c'est en fixant des standards minimums. On dit, voilà, aujourd'hui, on n'a plus le droit de vendre un frigo s'il n'est pas au moins à ce niveau-là d'efficacité énergétique. Donc, on met une sorte de plancher. Donc ça, c'est la réglementation et ça crée un phénomène voilà, on pousse. Ensuite, le marché peut lui créer un phénomène d'attraction en disant, voilà, bon, ça c'est le minimum, mais si vous voulez aller au-dessus, alors vous aurez des incitations, vous ne payerez pas de TVA, etc. Il peut y avoir des sortes de mécanismes financiers qui permettraient de tirer vers des plus hauts niveaux d'efficacité énergétique. Et enfin,
Le troisième bloc que l'on appelle l'information, c'est vraiment d'avoir les bons indicateurs, donc les bonnes données. Donc ça, c'est évidemment ce que l'Agence internationale de l'énergie essaie de pousser partout, d'avoir accès à des meilleures données qui permettent on va dire, d'orienter ou d'éclairer les mesures politiques de la bonne façon. Donc, et d'avoir les bonnes données de façon à savoir où est-ce qu'on en est, quelles sont les mesures en place et de se positionner par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le monde. Donc, à la question comment est-ce qu'on met ça en place, ça va vraiment beaucoup dépendre de où est-ce qu'on est en train de travailler. Ceci dit, la méthodologie générique que l'on apporte, nous, c'est d'utiliser ce prisme-là, cette grille de lecture, pour voir où est-ce qu'on peut le mieux appuyer nos partenaires. Donc, en fonction d'où vous êtes en train de travailler, on va essayer de vous appuyer là où on pense que ce sera le plus nécessaire. Est-ce que ça sera parce qu'il faut renforcer les mesures incitatives? Est-ce que ça sera parce qu'il faut améliorer les mesures réglementaires, etc. Voilà. Donc, bon, même si c'est une réponse assez vague, ce que j'essaie de transmettre, c'est que c'est la méthodologie qui compte plus que la mesure. La mesure, il n'y a pas de mesure phare qui est marchée partout dans le monde. Il y a des mesures qui marchent à certains endroits, qui ne marchent pas à d'autres, etc. Super, merci Hugo. Et peut-être pour prendre des exemples sur ces mesures, puisqu'on a une question de Fabrice Luzindé de RDC qui demande quels pays africains ont déjà élaboré des documents de politique d'efficacité énergétique. Est-ce que tu peux citer peut-être quelques pays exemplaires ou quelques mesures dans différents secteurs? Oui, alors il y a deux pays avec lesquels on travaille un peu plus étroitement. L'Afrique du Sud, donc, qui est un pays associé de l'AIE, et donc la division pour laquelle je travaille a appuyé, disons, soutenu l'Afrique du Sud dans le développement de sa stratégie nationale d'efficacité énergétique. Donc, c'était de 2015 à 2020 et maintenant au-delà de 2020. Le travail de la division d'Arnaud a été clé. Le WIO a produit des modèles pour voir qu'est-ce qui se passerait si telle et telle politique était mise en place, etc. Donc, et c'est un travail que l'on fait régulièrement de façon à vraiment donner aussi régulièrement que l'on peut vraiment le soutien en termes de données, en termes d'analyse à ces pays. Donc, l'Afrique du Sud aujourd'hui est celui avec lequel on travaille le plus étroitement. Donc, je vous encouragerai à regarder un peu ce qui est fait en Afrique du Sud, même si c'est vrai que l'Afrique du Sud a, on va dire, une position un peu particulière dans le continent africain. Un autre pays que nous donnons souvent en termes d'exemple, en tout cas un pays intéressant à regarder, c'est le Ghana, en termes de politique sur l'électroménager, comment ils sont en train de gérer les standards minimums de performance énergétique, comment est-ce qu'ils gèrent les importations de produits des pays industrialisés qui ne sont pas à ces niveaux-là, etc. Donc, voir un peu quelles sont les problématiques qu'a rencontré le Ghana serait aussi intéressant. Évidemment, après, nous avons dans le nord de l'Afrique des pays qui ont des politiques énergétiques aussi développées, comme le Maroc, la Tunisie, évidemment l'Égypte, pour n'en citer quelques-uns qui ont des exemples intéressants. Merci beaucoup Hugo, et peut-être pour prendre quelques exemples de la zone Sahel sur laquelle on a travaillé récemment. Il y a beaucoup de pays qui sont dotés d'un organisme dédié, une agence de la maîtrise de l'énergie ou une agence de l'efficacité énergétique. C'est le cas, je crois, du Sénégal ou du Burkina Faso, pour ne citer que. Et par exemple, dans le cas du Burkina Faso, il y a des démarches d'audit énergétique auprès des gros clients. Donc, ça peut être des industries, ça peut être des centres de consommation importantes. Et donc, il y a une démarche où, à partir du moment où un client a une consommation énergétique, alors souvent c'est en termes d'électricité, mais ça pourrait être d'autres énergies, qui dépasse un certain seuil, il y a l'obligation de faire un audit, il y a des experts qui sont mandatés pour regarder s'il est possible de faire des économies d'énergie, puisqu'on est sur un gros consommateur et que ça peut être un gisement d'efficacité. Donc ça, c'est une des mesures. Après, dans le domaine des bâtiments et de la construction, il me semble qu'aussi sur la zone UEMOA, donc au sein de l'Afrique de l'Ouest, il y a un certain nombre de codes de construction qui ont été adoptés pour que des normes et des standards existent et fassent en sorte que les matériaux utilisés ou bien
les standards appliqués permettent de réduire les consommations énergétiques. Et si on part sur un sujet complètement différent, mais qui là où s'applique aussi l'efficacité énergétique, mais qui est les transports, là il y a aussi beaucoup de normes à mettre en place, notamment pour s'assurer que le parc automobile a les meilleures performances. Donc on sait que c'est un problème important puisque la majorité des véhicules qui roulent en Afrique sont des véhicules de seconde main qui sont importés des marchés européens ou asiatiques. Donc c'est par définition des véhicules qui ne sont pas neufs ou qui ont déjà, qui ont déjà un certain âge. Il est possible de prendre des standards de prendre des mesures et de limiter l'importation de vieux véhicules en disant les véhicules qui ne répondent pas à tel critère ou à tel niveau de performance ne peuvent pas être importés dans le pays. Et alors à vérifier, mais il me semble que sur la zone CDAO, là, il y a un standard important qui est en train d'être adopté pour s'assurer que voilà, la flotte de véhicules est assez récente et donc assez performante. Mais je suis convaincu qu'en RDC, il y a également des mesures qui sont prises qui vont dans ce sens. À nouveau, je pense que l'efficacité énergétique, elle est partout et elle est parfois pas, pas explicitement palpable, mais je serais vraiment étonné qu'il n'y ait pas de mesures ou de politiques en RDC qui contribuent à l'efficacité. Alors, on a un autre message dans le chat. Je vous invite à utiliser la boîte Q&A plutôt que le chat, s'il vous plaît, comme ça tout le monde peut voir votre question. Donc, on a une question-remarque de Mamadou Diouf qui dit que Hugo, tu viens de toucher deux points qui peuvent représenter des blocages, la réglementation et la qualité des données, puisque donc, les données, évidemment, il y a des difficultés sur leur disponibilité, ça on en parle souvent dans les formations statistiques, et par ailleurs, les réglementations ne limitent pas toujours l'importation de matériaux qui ne sont pas aux normes. Voilà, on parlait des importations de véhicules. C'est pas parce qu'il y a un standard que des véhicules interdits n'arrivent pas sur le territoire ou dans le cas des frigos. Euh, Est-ce que tu peux donner quelques éléments sur cette problématique plus peut-être de mise en œuvre et de faire respecter ces mesures, Hugo? Alors, c'est un gros souci, cette histoire de réglementation et en effet d'importation. Donc, notamment, c'est une des préoccupations sur lesquelles le Ghana a fait beaucoup. Il y a d'autres pays mais qui ont des situations, on va dire, géographiques plus simples, notamment la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a été capable de mettre des réglementations très strictes sur tous les produits importés, les véhicules, etc. Donc, en termes on va dire, d'aboutissement de comment je contrôle mes douanes, etc., la Nouvelle-Zélande est apparemment en tête. Alors évidemment, c'est une île, donc bon, ça rend les choses beaucoup plus simples. Mais pour être honnête, c'est ce que l'on voit partout, enfin, partout, on le voit beaucoup dans des régions. Moi, je suis nicaraguayen, donc d'Amérique centrale, et pareil, c'est très compliqué d'avoir un développement d'une industrie locale, puisqu'il va y avoir donc bon, forcément des produits étrangers qui vont venir bon, s'insérer et impacter le marché local. C'est un travail, je crois, qui va être aussi exploré dans le prochain travail du WIO. Comment est-ce qu'on gère les douanes? Comment est-ce qu'on gère la gestion des données? Comment est-ce qu'on gère une homogénéisation des standards? Donc, c'est pour ça qu'une approche régionale, pour moi, est essentielle pour vraiment avoir entre pays. Et je sais que c'est ce que ECOWAS est en train de développer très particulièrement, donc évidemment avec le Ghana au centre, pour éviter que certains pays qui sont plus avancés que d'autres ne créent pas une sorte de déversement de produits moins performants les uns avec les autres. De solutions aujourd'hui, voilà, il y en a quelques-unes à prendre comme exemple, mais encore une fois, ça sera selon disons les barrières propres à chaque pays qu'il va falloir travailler. Moi, je recommanderais donc de regarder un peu ce qu'a fait le Ghana, dans quelle démarche il s'engage. La Nouvelle-Zélande est toujours l'exemple que l'on donne un peu pour le lointain, c'est-à-dire si un jour on est capable d'avoir autant de mesures que ça en place, ce serait idéal. Enfin, en tout cas, en termes de contrôle d'équipements non performants.
Voilà, on a un peu un spectre d'action possible, mais c'est quelque chose qui vient tout de suite en termes de préoccupation. C'est comment est-ce qu'on fait pour contrôler notre parc d'équipements et les importations. Et tu parlais, Hugo, de la zone CDAO, mais peut-être qu'à l'échelle du continent, avec la mise en place du marché commun SLECAF, il y a aussi des opportunités d'harmoniser davantage ces standards et d'assurer qu'ils soient mis en œuvre et respectés. Oui, bien sûr. Pardon, en gros, c'est évidemment la même volonté que l'on retrouve dans l'Est de l'Afrique et dans le Sud de l'Afrique, donc avec les deux organismes que je mentionnais, donc IACUI et SACUI, qui mettent en place des approches un peu similaires. C'est-à-dire il faut avoir une approche régionale. Ça bénéficie à tout le monde. Ça permet d'avoir une approche un peu de partenariat. Et c'est évidemment ce qui est en train d'être mis en place et c'est quelque chose de positif. Et on essaie de les appuyer. De fait, c'est ce que va chercher à faire l'initiative que je présentais, donc le CEAD. C'est vraiment ça. On va essayer d'aller décliner les recommandations, mais au niveau national pour les différents pays signataires. Et c'est pour ça que j'encourage nos collègues qui travaillent dans d'autres pays à nous rejoindre et avec plaisir pour continuer les discussions. Oui, de mémoire sur la carte que tu montrais pour l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud et le Ghana, ainsi que le Nigeria qui sont membres du CEAD. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Oui, c'est bien ça, Ghana, Nigeria, Afrique du Sud. Donc, si la porte est ouverte à d'autres, je pense que le message sera retenu pour faire tous ensemble davantage d'efforts dans cette direction. C'est disons, une initiative qui n'a pas d'engagement financier. C'est juste vraiment d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut doubler la performance énergétique des équipements, quelles sont les politiques qui peuvent y permettre, quels sont les exemples, etc. Et donc, vraiment, c'est juste une initiative qui pousse à l'action. Donc, moi, je vous encourage à nous rejoindre. Ça ne mange pas de pain, comme on dit, mais ça peut produire beaucoup de gains. Très bien. Alors, si on n'a pas d'autres questions, peut-être je voudrais insister à nouveau sur le fait que n'hésitez pas à nous faire remonter des informations aussi. Là, on a eu un rapide échange, mais moi, je suis certain que dans chacun de vos pays, il y a des mesures d'efficacité énergétique, il y a des programmes, que ce soit dans le transport, dans les bâtiments, dans l'industrie, dans l'utilisation d'appareils. Donc, on est vraiment preneur de ces informations. N'hésitez pas à nous envoyer des éléments dans les groupes WhatsApp, par email ou par tout autre moyen. Et le deuxième point que je voulais un petit peu mentionner, c'est que voilà, moi je trouve que il y a un indicateur qui finalement est assez simple, mais je pense qu'on n'utilise pas assez, qui est celui de l'intensité énergétique qu'Hugo a présenté. Et c'est un petit peu un indicateur macro pour voir comment évoluent les choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est finalement assez facile à calculer. Et je pense qu'il peut être intéressant que chacun dans son pays, enfin pour son pays, respectif, regarde un petit peu, ne serait-ce que pour savoir quelle est la situation. Est-ce que le pays a été capable de produire plus de richesses, donc un plus gros PIB, avec, sans consommer davantage d'énergie, ou quelles sont les tendances? Je pense que c'est assez instructif de faire ce tout petit calcul. Hein, c'est un ratio assez simple, mais qui permet de comprendre un petit peu dans quelle direction on va. Et comme le disait Hugo, c'est aussi un indicateur qui permet de donner un cap, de fixer des objectifs, de s'améliorer à tel niveau d'année en année. Donc voilà, un peu pour faire le lien avec nos formations et nos calculs statistiques, calculer l'indicateur d'intensité énergétique, je pense que c'est une bonne première étape pour rentrer un petit peu dans ce sujet de l'efficacité. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions, donc je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et pour vos questions et pour la qualité de nos échanges. Merci beaucoup à toi, Hugo, d'être venu nous partager ton expertise et tes perspectives sur ce sujet. L'an prochain, on va continuer avec cette fréquence mensuelle de webinaires où on va essayer de vous présenter les derniers travaux de nos différentes équipes, des analyses, des rapports, des publications qui nous semblent intéressantes. Inversement, on est très intéressé de savoir, vous, quels sujets vous semblent les plus utiles à présenter, les plus intéressants. Donc, n'hésitez pas à nous faire part
vos suggestions, de vos idées ou de sujets sur lesquels vous-même vous souhaiteriez intervenir. On peut tout à fait faire des éclairages d'un pays à l'autre. Là, on avait une question sur quels pays ont mis en œuvre des politiques. On aurait très bien pu donner la parole à des personnes, à des agences d'efficacité énergétique d'un pays ou l'autre pour partager avec l'ensemble du groupe. Donc voilà, s'il y a un sujet que vous souhaiteriez présenter, n'hésitez pas à nous faire signe. Et bien, à nouveau, merci Hugo, merci à tous. Très bonne fin d'année. Merci Et à toi. donc, à l'an prochain. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.